Bonjour, c'est Nolwenn Thivaud, la fondatrice de Narasson et la réalisatrice de ce podcast. Avant de commencer, en plus de vous souhaiter mes meilleurs vœux, je voulais vous dire que j'étudie toutes les suggestions de rencontres que vous me proposez. Je voulais vous remercier pour tous vos messages et l'accueil de ce projet. Ce podcast est important pour moi et j'aime bien le conduire toute seule, en plus de mes activités de fondatrice et de productrice. Il me permet ce centrage autour des personnes qui œuvrent pour qu'au final, l'expérience de découverte d'un cinéma pluriel puisse avoir lieu dans les salles. Et ces personnes sont indénombrables. Je suis bien incapable de vous dire avec exactitude combien peuple le secteur de l'exploitation, celui de la distribution, ou encore moins du côté de la production. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aux jointures, ou à l'intérieur de ces trois grands secteurs, il y a des myriades de gens et des métiers, et que tous, à leur niveau, n'ont qu'une seule obsession, un seul projet commun, leur passion du cinéma, et par conséquent, son nécessaire partage. Et pour que ce secteur culturel puisse continuer d'exister et de briller internationalement, il est clair qu'il repose sur des vérités financières, sur le respect d'accords, sur des protocoles extrêmement techniques et sur beaucoup d'inventivité pour en renouveler l'expérience auprès des publics et rester dynamique. Je débute nouvelle séance avec ces portraits d'exploitants que j'alterne à parité. Car la parité dans ce secteur est tel un arbre à planter et qu'il vaut mieux le penser dès le début pour le voir grandir avec équilibre. J'ai très à cœur d'agrandir le cercle aux distributeurs, les fameux éditeurs de films, car ce sont ceux qui encourent les risques pour renouveler les regards en dénichant des talents. Qui se cache derrière chaque film que vous êtes allé voir ? J'ai rencontré par exemple Charline, et si vous avez un instant, laissez-moi vous la présenter. Je vous souhaite une bonne écoute. Être exploitant de salle, c'est à la fois gérer le toilette qui est bouché, le comptable qui est en arrêt maladie, la ville qui vous demande tel événement, et à la fois les spectateurs qui viennent tous les jours du matin au soir dans votre salle. Situés en plein cœur du centre-ville, les cinémas Star, le Star et le Saint-Exupéry font partie des acteurs incontournables de la vie des Strasbourgeois. Un ambitieux projet de refonte est en cours, porté avec la municipalité. Il viendra cimenter les deux cinémas en un seul, dans la visée de créer un lieu de vie unique de plus de 10 salles arrêt-essai sur une avenue qui est considérée actuellement comme un lieu de passage. Pour assurer la vingtaine de séances quotidiennes et inviter chaque mois au moins 5 équipes de films, telle une ruche, une joyeuse équipe bourdonne autour de ces salles. Dans ce podcast, vous entendrez aujourd'hui Charline Tabarot. Elle a 27 ans. Dans le jargon professionnel, on dit qu'elle est exploitante, c'est-à-dire qu'elle est adjointe de direction et programmatrice des cinémas stars de Strasbourg. Quel lien entretenez-vous avec l'exploitant de votre cinéma préféré ? Quelle étude a-t-il ou elle pu bien suivre ? Comment se compose sa journée à rallonge, forcément décalée ? Pour Charline Tabarot, la vie avec des films, c'est une histoire de famille. Sa grand-mère tenait un cinéma dans les Vosges, son grand-père était distributeur de films et son père a pris la suite du cinéma familial à Saint-Dié. Je savais que dans la famille de Charline, il y avait des cinémas. Mais ce qui m'intéressait, c'était de découvrir comment elle s'appuie sur sa passion pour en faire une véritable profession utile, engagée et rentable. C'est ce que vous allez entendre dans cet épisode. Dans Nouvelle Séance, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Moi, j'ai fait une licence de cinéma avec un peu de droit, mais j'ai commencé assez rapidement à travailler à la fois dans un multiplex et assez rapidement dans le cinéma où je suis toujours, le Star et le Star Saint-Exupéry à Strasbourg. Donc j'étais à la fois étudiante, à la fois j'ai commencé stagiaire, puis finalement sur du mi-temps en tant qu'assistante de direction. Les choses ont au fur et à mesure un peu évolué, on va dire.
Et puis bon, voilà, j'ai fini ma licence. À un moment donné, il n'y a pas vraiment de formation d'exploitation pure, mis à part la FEMIS, mais j'avais déjà un poste. Donc bon, voilà, j'ai évolué professionnellement. Et puis, quelques années après, je me suis quand même dit, voilà, j'aimerais bien faire la FEMIS, la formation continue directeur d'exploitation. Donc que j'ai faite, c'est 1 an d'alternance. Et donc là, on en ressort avec un bac+5, directeur d'exploitation, directrice directeur d'exploitation. Et du coup, les choses ont évolué. Je suis passée adjointe de direction, en l'occurrence. Et surtout, la programmation a vraiment pris une part très conséquente dans mon poste. Du coup, je suis passée programmatrice. Donc on est 2 en programmation au Star. Voilà où j'en suis encore aujourd'hui. Je pense que déjà, chaque cinéma a on va dire quand même sa manière de fonctionner. Il y a des salles qui vont être publiques, d'autres privées. Il va y avoir des multiplex, différentes tailles. Donc souvent, il y a quand même un poste de directeur. Ou voilà. Moi, je suis sur une salle donc indépendante au centre-ville de Strasbourg, où il y a un gérant qui est également programmateur. Et après, il y a forcément des postes de direction qui gèrent à la fois la RH, beaucoup de choses. Et des fois, les directeurs font aussi de la programmation, mais parfois non. Et c'est vrai que sur Strasbourg, sur une salle indépendante, classée RSC avec énormément d'événements, de choses, il y a quasiment du coup un poste de programmateur en fait. Enfin voilà, qu'on se divise finalement entre le gérant et moi. Et du coup, la programmation, c'est véritablement le fait de, voir les films. Il y a de plus en plus de films, donc ça prend quand même pas mal de temps de voir les films, de faire des choix. Donc on essaye de faire des choix qui sont à la fois sur ce qu'on aime, ou en tout cas ce qu'on a apprécié, ou ce qu'on a envie de défendre comme œuvre cinématographique. Et puis aussi, il y a une cohérence en fait dans la programmation. Il faudrait la regarder sur même plusieurs semaines. Il y a à la fois, on a envie d'avoir des films de patrimoine, on a envie d'avoir des films un peu plus grands, peut-être un peu plus grand public. Et puis, on a aussi envie de défendre des œuvres qui sont plus intimes. Et tout ça crée une programmation qui, en tout cas, qu'on essaye d'être la plus complète, en tout cas, enfin, peut-être pas complète, une programmation qui peut correspondre en tout cas à différents publics et à la nôtre aussi, c'est-à-dire celui qui va venir, la spectatrice qui vient tous les après-midi voir tel type de film, peut-être qu'un jour elle se laissera glisser vers autre chose. Et puis la bande de jeunes qui viennent le vendredi soir sur un film de genre, et malgré tout, ils viendront peut-être sur un documentaire plus intime. Et cette programmation, il faut qu'elle soit en même temps à la fois large, en même temps à la fois très éditorialisée. Et tout ça, c'est vraiment pas du bricolage, mais c'est vraiment au film près chaque semaine, parce qu'il y a énormément de films, donc on en refuse aussi. Et après, vu qu'on est sur une ville à concurrence, il y a beaucoup de négociations sur est-ce que le film rentre chez nous, est-ce qu'il va à la concurrence, est-ce qu'il y a plusieurs salles qui vont sortir le film sur la ville, en fonction des tailles de films, c'est pas la même chose. Voilà. Et après, il y a vraiment une partie plus pratique qui est l'organisation des séances. Quel horaire on donne à quel film, comment, quel film on arrête, quel film continue la semaine d'après. Voilà. Le poste de programmateur, il est intrinsèque à la salle de cinéma parce moi, je viens d'une famille où je suis la 3e génération d'exploitantes, donc je ne travaille pas avec ma famille, mais en l'occurrence, elle l'est aussi. Et du coup, ma grand-mère, malgré tout, choisissait les films qu'elle passait d'une certaine manière, qui n'étaient pas des choix comme aujourd'hui on le fait, parce que les films duraient 6 mois à l'écran, parce que voilà. Mais sur des toutes petites villes, il y avait parfois 2 monosalles ou 3 monosalles même, et où il y avait un partage. Mais c'était les 6 premiers mois, toi, tu as tel film, les 6 mois d'après, ça sera celui-là. Donc il y a toujours eu, malgré tout, c'était pas un métier de programmateur, mais il y avait des choix qui étaient faits, ou en tout cas des discussions avec les ayants droit, qui sont donc les distributeurs de films. Ça, il a toujours été. Ensuite, très rapidement, le métier de programmateur, notamment sur les salles plutôt de grandes villes ou indépendantes, où déjà on voit tous les films. Il y a plusieurs salles qui ont pas le temps, ou en tout cas où c'est pas une priorité, qui ne voient pas forcément tous les films et qui font une programmation par rapport aux discussions, aux bandes annonces. Enfin, ça existe aussi. Et du coup, le métier de programmateur est assez spécifique. On peut pas dire qu'il y en ait qui ne fassent que ça. Il y en a pas plein sur le territoire. Par contre, après, il y a des programmateurs ou des ententes de programmation qui programment plusieurs salles.
Ça s'est vraiment développé au fur et à mesure, des décennies sur des villes où, l'exploitant, n'a pas l'envie ou en tout cas n'a pas la fibre pour faire ça aussi parce qu'en fait, être exploitant de salle, c'est à la fois gérer, le toilette qui est bouché, le comptable, qui est en arrêt maladie, la ville qui vous demande, tel événement et à la fois, les spectateurs qui, viennent tous les jours, du matin au soir dans votre salle. Et donc, il y en a qui n'ont pas cette fibre juste de programmation et de dealer avec les distributeurs chaque semaine sur les séances, sur les films, tout ça, et qui préfèrent juste le donner à un programmateur qui fait différents cinémas dans différentes villes et qui du coup négocie aussi des choses différentes avec les distributeurs, plus de copies, plus d'accessibilité. Strasbourg étant une ville malgré tout importante, sur beaucoup de films, c'est assez primordial d'avoir une sortie sur Strasbourg. Mais il y a des problématiques de programmateurs sur des villes plus petites, avec moins d'écrans, où c'est à essayer d'avoir le film le plus proche de sa sortie nationale, ou carrément où on leur refuse. Donc c'est encore une autre manière vraiment de programmer. Et dans ce cas-là, une entente de programmation peut intervenir à un moment donné. Le Star et le Syntex à Strasbourg, c'est 10 écrans, c'est quand même assez important, donc ça nous laisse déjà de l'espace pour avoir suffisamment de salles, suffisamment d'idées, etc. Mais véritablement, moi, je suis arrivée, il y a bientôt 10 ans, mais dans une équipe qui, de toute façon, de base, avait ce dynamisme-là. Et sûrement que ça m'a attirée, sûrement que j'ai amené des choses. Mais par contre, il y a quelque chose de très collectif dans notre manière de fonctionner, que ça soit, alors évidemment à la direction, dans nos, voilà, avec la directrice, en effet le gérant, mais à la fois notre responsable jeune public aussi. Et puis il y a des envies. Ça nous est arrivé d'avoir envie de faire des soirées filles, par exemple. Et en fait, voilà, on l'a fait parce que ça nous donnait envie. Après, des choses très classiques comme du ciné-débat, des avant-premières avec équipe. En fait, c'est des choses qui sont mises en place depuis très longtemps, qu'on continue, qu'on réinvente, sur lesquelles on va chercher d'autres partenaires, d'autres associations, d'autres presses, d'autres publics. Évidemment, là, quand on parle d'un public jeune, on parlait du pass culture, de tout ça, c'est des choses qu'on intègre évidemment, qu'on va chercher sur des quartiers plus défavorisés, enfin, systématiquement. Mais c'est des choses qui sont plutôt, en tout cas, les avant-premières, par exemple, des choses qui roulent, qui sont de l'ordre du quotidien, qu'on a évidemment envie de continuer parce que c'est important. Et après, il y a aussi des envies d'un coup de faire des déambulations dans le cinéma, par exemple, qui ne sont pas forcément rattachées à un film, des journées jeux vidéo. On a quand même fait des soirées mousse dans notre cinéma, donc tout peut être amené en fait autour du cinéma. Les champs du possible sont, en fait, on ne s'est jamais mis de barrière, que ce soit des discussions politiques, du faire, du pratique, de faire des ateliers, de faire... on a quand même lancé des appels à spectateurs où les spectateurs participent à l'élaboration d'une bande-annonce, sur un travail sur le son, par exemple. Et peu importe l'âge, ça peut être des ateliers jeunes publics, mais ça peut être aussi des ateliers adultes. Je pense que véritablement, par contre, ça a toujours été, mais il y a énormément de salles en France qui ont des idées, qui essayent de le mettre en place. Après, quand même un petit peu de répondant de la part du spectateur parce que voilà, il faut que ça fonctionne. Nous, on vit sur un équilibre financier qui est très, très tendu, donc on n'a pas un budget événement, loin de là. On fait tout à l'échelle, à l'économie près, mais par contre, on en a besoin pour renouveler pour notre public, pour que la salle existe, sur une ville à concurrence où en fait le moteur cinéma, enfin le moteur film, pardon, est évidemment là. On le voit dès qu'il y a un film qui marche, et ben oui, nos entrées montent. Par contre, à un moment donné, pour se démarquer et pour faire venir aussi les gens sur des choses où on a juste envie de leur faire découvrir, et ben on a besoin de cet accompagnement. En cabine, on a un directeur technique qui juste est complètement dingue parce que quand on lui dit bon bah voilà, on va faire une journée de jeux vidéo Star, mais alors en fait ça va prendre toutes les salles, il va y avoir tant de personnes, tant de trucs, il faut ça comme câblage, et qu'il te dit bon, d'accord, on va le faire. C'est pas facile, mais on va le faire. Et voilà, et il rend d'un coup quelque chose de facile et de faisable.
Tout le travail jeune public que fait ma collègue, c'est juste gigantesque et c'est se remettre en question aussi quotidiennement, de se dire, en fait, sur quoi on a envie de travailler comme sujet avec les jeunes aujourd'hui, avec les enfants, avec les tout petits, quels rendez-vous on donne réguliers, quelles choses aussi, on tiendra pas, en fait, parce qu'on ne peut pas tout tenir. On peut pas tenir des rendez-vous, enfin, toutes les semaines, en rajouter. Donc, il y a des festivals qu'on fait, il y a des festivals qu'on fait pas. Voilà, il faut trouver un équilibre, sur plein de choses, mais c'est primordial que les salles aujourd'hui continuent à en tout cas exister au-delà de juste passer le film. On a beaucoup de contraintes sur le lieu, nous, des cinémas. Comme beaucoup de salles dans les centres-villes, ce sont des vieux bâtiments, ce sont des bâtiments qui appartiennent moitié à la ville, moitié à une propriétaire qui préférerait qu'on ne soit plus là potentiellement. Euh, et voilà, et on n'a pas d'accessibilité handicapée sur toutes nos salles. On a des étages, des demi-étages. Enfin voilà, un truc qui nous manque, qui serait, oui, un rêve, c'est qu'on n'a pas de tiers-lieu, on n'a pas de bar ou de café à côté. Qui d'un coup crée un espace de discussion hors de la salle. On a vraiment des petits halls, donc cette discussion-là, soit elle est en salle, soit finalement elle est carrément en dehors du cinéma. Et souvent ça nous manque, vraiment, et il y a des salles qui sont magnifiques pour ça. Enfin, je veux dire, on peut en citer plein, mais le Café des Images, les Utopias, le Méliès à Saint-Étienne, enfin voilà, le Comédia, enfin bon, bref, toutes ces salles qui ont quand même qui peuvent faire vivre le lieu en dehors de la salle. Parce que nous, c'est beaucoup plus difficile. On a une salle qui nous sert d'atelier avec le jeune public, mais voilà. Donc ça, oui, sur le lieu, ça serait véritablement ça. Après, dans les choses les plus folles, ça serait de faire des expériences. Ça serait vraiment ça. Ça serait utiliser le lieu pour des choses complètement décalées, quoi. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Le mois prochain, je vous retrouve pour un nouvel épisode autour d'Olivier Calonnec, un exploitant multi-actif qui défend avec confiance la programmation thématisée et qui se définit comme un passeur. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux ou à bonjour@narasson.fr. À bientôt!